C'est officiel, Sébastien Lecornu est le nouveau Premier ministre français. On en a parlé brièvement hier, il a été nommé par Emmanuel Macron ce mardi soir, quelques heures seulement après la démission de François Bayrou, et alors que la France fait face à un important mouvement de blocage citoyen ce mercredi. Alors qui est-il? Comment a réagi l'opposition? Que va-t-il se passer désormais? Et quelle a été la situation en France ce mercredi 10 septembre avec toutes les grèves et blocages annoncés? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ses actus du jour. François Bayrou a donc remis sa démission ce mardi à Emmanuel Macron suite au rejet du vote de confiance présenté la veille à l'Assemblée nationale. Presque dans la foulée, Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu pour le remplacer au poste de Premier ministre. La passation de pouvoir a eu lieu ce midi à l'hôtel de Matignon à Paris. Alors avant de revenir sur les prochaines étapes et sur les réactions politiques qui ont suivi cette nomination, on va commencer par revenir rapidement sur le parcours politique de Sébastien Lecornu, qui devient donc le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron et le 5e depuis le début de son deuxième quinquennat, donc depuis mai 2022. Alors Sébastien Lecornu a 39 ans et il est au gouvernement depuis 2017, ce qui veut dire qu'il a été ministre sans interruption depuis qu'Emmanuel Macron est président. Ancien membre du parti de droite Les Républicains, il fait partie du cercle proche d'Emmanuel Macron. Avant d'entrer au gouvernement, Sébastien Lecornu a été directeur adjoint de l'équipe de François Fillon pour la présidentielle de 2017, mais il avait démissionné suite à l'affaire des emplois fictifs visant le candidat LR. Depuis 2017, Sébastien Lecornu a notamment été ministre des collectivités territoriales, ministre des Outre-mer et ministre des Armées, un poste qu'il occupait depuis 2022. Il est notamment à l'origine de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui prévoit un budget record de près de 413 milliards d'euros sur 7 ans afin de moderniser les équipements, renforcer la préparation des armées face aux nouvelles menaces et améliorer les conditions de vie des militaires. En tant que ministre des collectivités territoriales, il a été confronté au mouvement des Gilets jaunes fin 2018. Il a joué un rôle important dans la gestion de la crise en étant chargé du dialogue avec les élus locaux et les maires, notamment dans le cadre du grand débat national. Maintenant qu'on a dit ça, quelles vont être les prochaines étapes? La première, c'est le choix des ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu. En France, c'est le Premier ministre qui doit proposer au président une liste des ministres qui composeront son gouvernement et le président doit ensuite valider cette liste. Selon le député macroniste Sylvain Maillard, Sébastien Lecornu va, je cite, prendre le temps de construire un gouvernement après avoir mené des consultations avec les différentes forces politiques. L'objectif affiché, il est clair, élaborer un budget soutenu par un maximum de partis afin d'assurer la stabilité nécessaire. Emmanuel Macron l'a chargé de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois en insistant sur la défense de l'indépendance de la France et la recherche d'un équilibre institutionnel. Cette méthode, elle rompt avec la pratique habituelle. Le gouvernement ne sera formé qu'après les discussions. Sébastien Lecornu a déjà entamé ses consultations et l'équipe d'Emmanuel Macron assure qu'il devra proposer une équipe, je cite, à la suite de ces échanges. Alors on va revenir dans un instant sur les réactions des diverses personnalités politiques, mais ce qu'on peut noter déjà, c'est que pour le moment, le chef du parti Les Républicains et ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est dit prêt à trouver des accords avec Sébastien Lecornu. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a quant à lui affirmé que les socialistes ne participeront pas à son gouvernement. La deuxième étape, qui n'est pas une obligation mais plutôt une tradition, c'est la déclaration de politique générale du Premier ministre. L'objectif, c'est de présenter devant l'Assemblée nationale les grandes orientations et priorités du gouvernement et donc les objectifs à venir. Sébastien Lecornu est notamment attendu sur la question du budget 2026, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà donc pour l'agenda des prochains jours. Maintenant, quelles ont été les réactions des différents partis politiques et le gouvernement de Sébastien Lecornu peut-il tenir dans le temps et survivre à une éventuelle menace de motion de censure? Une motion de censure, si vous ne savez pas ce que c'est un vote par lequel l'Assemblée nationale peut exprimer son désaccord avec la politique du gouvernement. Pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité absolue des voix des députés. Dans ce cas-là, le gouvernement est renversé et doit démissionner. C'est ce qui s'était passé en décembre 2024 pour l'ex-premier ministre Michel Barnier. Pour le moment, la France Insoumise a déjà annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure contre le Premier ministre dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et si cette motion de censure était votée par l'ensemble de la gauche et du Rassemblement national, elle renverserait le gouvernement du nouveau Premier ministre. À gauche, la nomination de Sébastien Lecornu est accueillie comme une véritable provocation, selon les mots de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui dénoncé, je cite, un mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique, et il a réclamé une nouvelle fois le départ d'Emmanuel Macron. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a de son côté appelé le nouveau Premier ministre à rompre avec les méthodes des précédents gouvernements, notamment en renonçant à l'usage du 49.3. Le 49.3, c'est un article de la Constitution française, la norme suprême du pays, qui permet au gouvernement de faire passer une réforme
réforme sans le vote des députés. Pour Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, cette nomination est, je cite, un non-respect total des Français. Elle a également accusé le nouveau Premier ministre d'être homophobe sur France Info. Marine Tondelier fait ici référence à des propos tenus par Sébastien Lecornu en 2012, qui s'opposait à l'époque à l'adoption pour les couples de même sexe. Selon ses mots de l'époque, je cite, « Une famille se construit entre un homme et une femme ». Du côté du Rassemblement national maintenant, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a estimé que le président tire la dernière cartouche du macronisme, prédisant qu'après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s'appellera Jordan Bardella. Ce dernier a d'ailleurs déclaré qu'il jugerait le nouveau chef de gouvernement sur pièce en fonction de sa capacité à donner un budget à la France. Il s'est cependant interrogé sur X comment un fidèle du président pourrait-il rompre avec la politique qu'il conduit depuis 8 ans. A noter qu'en avril dernier, le Canard enchaîné avait révélé l'existence de dîners secrets entre Sébastien Lecornu, Jordan Bardella et Marine Le Pen. En tout cas, si une motion de censure venait à être votée dans les prochaines semaines ou les prochains mois, Emmanuel Macron devra à nouveau nommer un Premier ministre. Il pourrait aussi décider de dissoudre l'Assemblée nationale s'il le souhaite. Mais cette solution, elle présente de nombreuses incertitudes pour le président de la République. Déjà parce que si ça se trouve, on se retrouverait avec le même équilibre, et puis selon plusieurs sondages, le Rassemblement national sortirait largement en tête. On suivra tout ça dans les prochains jours. En tout cas, la nomination du nouveau Premier ministre intervient dans un contexte très tendu en France, alors que des mobilisations ont été organisées dans plusieurs villes dans le cadre du mouvement de contestation Bloquons tout dont on parlait hier. Selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 personnes ont participé au mouvement partout en France. En fin de journée, 473 interpellations, 273 rassemblements et 157 blocages ont été recensés sur tout le territoire. Par exemple, à Paris, plusieurs affrontements se sont déroulés entre les forces de l'ordre et les manifestants après des tentatives de blocage de la circulation, comme à Porte de Montreuil ou encore à Gare du Nord. À Rennes, des blocages et des tensions ont eu lieu tôt ce matin. La Rocade, l'un des axes les plus chargés de Bretagne, a été bloqué par plusieurs centaines, voire 1 millier de manifestants, et la circulation a été coupée sur le périphérique de Nantes pour vous donner une idée. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La Pologne a annoncé ce mercredi avoir abattu des objets hostiles dans son espace aérien lors d'une attaque russe contre l'Ukraine. Au total, au moins 3 drones russes ont été abattus sur le territoire polonais. Selon le Premier ministre polonais, Donald Tusk, l'espace aérien polonais a été violé 19 fois la nuit dernière. Alors ces drones n'avaient pas pour volonté réelle de bombarder la Pologne, ils se dirigeaient tous vers l'Ukraine, mais ils ont donc survolé la Pologne, ce qui est illégal. Le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé le président russe Vladimir Poutine de vouloir étendre sa guerre et tester l'Occident. La Biélorussie, qui est alliée de la Russie, a assuré de son côté qu'il s'agissait de drones égarés et assure avoir prévenu la Pologne et la Lituanie. C'est la première fois qu'un pays membre de l'OTAN abat des drones russes sur son territoire depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'OTAN, c'est cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis et dont fait partie la Pologne. Et sur ce point, la Pologne a justement demandé à l'OTAN d'activer l'article 4 de son traité qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Ça peut potentiellement mener à des mesures de prévention comme une augmentation des militaires de l'OTAN dans une région pour dissuader l'ennemi. Alors face à tout ça, la Russie a accusé la Pologne de propager des mythes pour aggraver le conflit en Ukraine. On suivra ça. Deuxième actu, on voulait revenir sur les bombardements israéliens qui ont visé ce mardi Doha, la capitale du Qatar, où résident des responsables du Hamas qui participent aux négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Ce mardi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il avait ordonné cette opération, je cite, pour régler ses comptes avec les meurtriers et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël. Selon le Hamas, 6 personnes ont été tuées dans ces frappes sans toucher leurs négociateurs. Les victimes seraient le fils du négociateur en chef du Hamas, le chef de son bureau et 3 gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatari. De son côté, le Premier ministre du Qatar a affirmé, je cite, se réserver le droit de riposter à cette attaque flagrante et qu'il devait y avoir une réponse de toute la région, tout en précisant que son pays continuerait de jouer le rôle de médiateur malgré ces frappes. Sur son réseau social, le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé que la décision de mener ces frappes avait été prise par le Premier ministre israélien et non par lui, tout en qualifiant l'attaque d'incident regrettable. Selon lui, les États-Unis, qui sont des alliés du Qatar et d'Israël, avaient même prévenu le Qatar de l'attaque, mais l'avertissement leur serait parvenu, je cite, malheureusement trop tard pour l'arrêter. En tout cas, d'après la Maison-Blanche, les frappes au Qatar ont rendu le président Donald Trump, je cite, très mal à l'aise, même si éliminer le Hamas est un but louable.
Troisième actu, au Népal, l'armée a officiellement repris le contrôle de la capitale Katmandou au lendemain d'importantes émeutes. Alors on vous en parlait hier, ce lundi, la police a brutalement réprimé des manifestations pour dénoncer la décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux, mais aussi la corruption des élites. Les forces de l'ordre ont notamment tiré à balles réelles sur la foule, tuant 19 personnes. Et le lendemain, donc mardi, des manifestants ont ravagé des bâtiments publics et des résidences de dirigeants, allant jusqu'à mettre le feu au Parlement et au domicile du Premier ministre népalais. Dans la foulée, le Premier ministre a démissionné afin, selon lui, que des mesures puissent être prises en vue d'une solution politique. En tout cas, l'aéroport de Katmandou est fermé et d'importants effectifs militaires, accompagnés de chars et de véhicules blindés, patrouillent. On vous tiendra au courant si la situation évolue. Quatrième actu, l'Iran et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont convenu ce mardi d'un nouveau cadre de coopération. En fait, l'AIEA a pour objectif de promouvoir l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire dans le monde, mais ses relations avec l'Iran avaient totalement été stoppées après l'attaque sans précédent d'Israël et des États-Unis sur le sol iranien le 13 juin dernier. Les pays occidentaux, avec les États-Unis et Israël en tête, accusent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, ce que l'Iran dément. Et en juin, les États-Unis et Israël avaient finalement décidé de bombarder les sites nucléaires iraniens afin de mettre fin à leur production d'uranium enrichi, notamment utilisé dans la création de l'arme atomique. Et donc aujourd'hui, le directeur de l'AIEA a salué une étape importante dans la bonne direction et a affirmé s'être entendu avec le chef de la diplomatie iranienne sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran des activités nucléaires. Pour le moment, on n'a pas plus de détails, mais on vous tiendra évidemment au courant. Cinquième actu, l'obésité est désormais la première forme de malnutrition chez les 5-19 ans dans le monde. C'est un tournant historique, a alerté ce mardi l'UNICEF. Jusqu'ici, c'était la sous-nutrition, donc le fait d'être sous-alimenté, qui occupait cette place. Entre 2000 et 2022, le nombre des 5-19 ans en surpoids a doublé pour passer de 194 millions à 391 millions. Alors face à ça, l'Agence des Nations Unies dénonce l'influence massive de la publicité et l'essor des aliments ultra transformés, pauvres en nutriments partout dans le monde, qui ont selon elle contribué à cette hausse de l'obésité chez les enfants et les adolescents. Cependant, l'UNICEF est claire, les enfants et leurs familles ne sont pas responsables, c'est un échec collectif de la société. L'organisation démonte aussi une idée reçue concernant le sport, l'activité physique ne suffit pas à annuler les effets néfastes de la malbouffe sur la santé. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du rapport en description. Et on termine avec cette actu, la France vise une diminution de 70% d'ici fin février 2028 des polluants éternels, les PFAS, rejetés dans l'eau par son industrie, selon un décret publié ce mardi dans le journal officiel. Les PFAS, ce sont des substances chimiques toxiques qui ont été développées dans les années 1940 pour leur résistance à l'eau et à la chaleur et qu'on retrouve dans de nombreux produits de la vie courante, comme les poêles anti-adhésives. Le problème, c'est que ces substances peuvent rester dans la nature pendant des dizaines, voire des centaines d'années et s'accumuler dans l'organisme humain avec des risques de cancer. Alors l'objectif de ce nouveau décret, c'est donc de faire en sorte que la France diminue grandement ses rejets de PFAS dans l'eau pour se diriger, je cite, vers la fin totale des rejets d'ici le 27 février 2030, comme le prévoit une loi votée en février par le Parlement. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, mais également en version écrite, newsletter, directement dans votre boîte mail. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.